Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot de Razi Express, ravi de te recevoir dans le petit jardin à Ivry. C'est un plaisir, d'autant plus qu'il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil, la température est agréable. Derrière toi, on voit des oranges, des grenades qui sont des fruits, je précise. Euh, Soyons sérieux, Bassam Tan, hier ont eu lieu le premier tour des élections régionales. Qui ont vu une forte poussée du Front National. Alors il est peut-être encore trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Il faut attendre les résultats du second tour, mais j'ai une question sur la situation actuelle qui porte sur deux éléments. Pensez-vous que les attentats du 13 janvier ont eu une influence sur l'attitude des électeurs, d'une part, et d'autre part, après ces attentats, on a vu récemment un attentat dans le métro de Londres, un attentat plus grave en Californie, alors que les Américains se croyaient protégés des activités de l'État islamique. Pensez-vous que nous allons connaître d'autres épisodes graves d'attentats de l'État islamique en Europe et même aux États-Unis, dans la mesure où l'on peut penser que ces attentats sont aussi provoqués par les progrès de l'offensive de l'armée syrienne appuyée par l'aviation russe sur le terrain en Syrie. Les islamistes fuyant dans les pays limitrophes et même en Libye où l'État islamique s'implante de façon sérieuse et dangereuse. Alors, il est vrai que suite à l'intervention efficace et musclée de la Russie, il y ait une sorte d'exode d'islamistes djihadistes dans le monde entier. Maintenant, est-ce qu'on va avoir des attentats? Tout dépend de nos services secrets, des ministres de l'Intérieur de chaque pays, respectivement. Peut-être qu'ils vont arriver à les déjouer, ce que je souhaite, mais vu l'ampleur des dégâts causés en Syrie et surtout en Turquie, c'est-à-dire l'organisation de ces djihadistes, il me semble qu'il est très difficile de contrôler la situation. Je souhaite de tout cœur qu'on arrive à déjouer cela. Maintenant, cette situation au Proche-Orient, et surtout les attentats, a eu un impact certain sur les élections en France. Donc il faudrait voir un premier point au niveau de la politique intérieure et en second point la politique extérieure et le Front National, pourquoi? Alors au niveau de la politique intérieure, on se rend compte que depuis, n'est-ce pas, les attentats de Charlie, on n'a pas vu des actions, du moins en apparence, spectaculaires, où on luttait vraiment, et ça, je crois, c'est dû au manque de coopération avec les services secrets syriens. Et surtout de se laisser aller avec les Turcs, parce que les Turcs auraient très bien nous aider, ne serait-ce qu'en contenant le flot immigratoire. Mais en fait, la Turquie a exploité ce fait pour se débarrasser peut-être d'éventuels djihadistes qui étaient prêts à commettre des attentats en Turquie même. Alors, on a entendu le ministre de l'Intérieur que souvent il a pu déjouer des attentats sur le sol français. Il a parlé de ce jeune homme djihadiste avec qui on a saisi 2 poignards et une cagoule. Et puis, c'était un peu l'absurdité de ce fait, parce que 2 jours après, on a eu les attentats de Paris. Alors, on se demandait, on arrête quelqu'un qui a 2 poignards et une cagoule, mais on n'arrive pas à arrêter des gens avec des kalachnikovs, des ceintures explosives. Donc, au niveau de la politique intérieure, je crois qu'il y a un manque de coopération aussi avec l'Europe concernant les voyages. Il y a une sorte de laisser-aller. Et là, permettez-moi de citer par exemple un problème juridique. Un djihadiste qui revient en France, qui a décapité quelqu'un en Syrie ou ailleurs, pour les Français,
au vu du droit français, c'est un délit d'appartenir à une association terroriste. Mais vous ne pouvez pas le jouer en tant que criminel. Considérer la chose comme un crime, d'avoir décapité ailleurs. Jusqu'à maintenant, les textes, il y a des lacunes. Et j'ai des amis avocats qui luttent pour cela et qui trouvent ça, enfin, extraordinaire. Que vous vous souvenez, à chaque fois qu'il y avait une erreur, on disait oui, mais c'est un couac. Souvenez-vous de ces djihadistes qu'on devait réceptionner à Roissy et qui sont entrés, il n'y avait personne pour les réceptionner. Je rappelle, il y a de ça quelques mois. Donc, au niveau de l'intérieur, je crois qu'on a beaucoup à faire encore. Ne serait-ce qu'une étroite collaboration avec la Belgique. Rappelons-nous de cette artère de djihadistes par le Thalys, Amsterdam, Bruxelles, Paris, Madrid. Et puis, ça va en Afrique du Nord. Voilà au niveau de la politique intérieure. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais venons à quelque chose de très important, c'est la politique extérieure. Et là, on s'est planté dès le départ. Je me souviens de la déclaration de M. Valls, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, qu'on ne pouvait pas empêcher des gens d'aller en Syrie pour abattre un dictateur. Ça, c'est peut-être qu'à l'époque, ils ne savaient pas que... je n'en sais rien, mais toujours est-il que les événements viennent démentir toute cette attitude. Et là, également, souvenons-nous aussi de la politique de Fabius, étrangère, qui s'est entêtée à considérer Assad comme le seul responsable de tous les maux de la terre, qui ne devait même pas avoir le droit de vivre sur terre. Enfin, c'était des déclarations, disons, sentimentales et impulsive à l'emporte-pièce, qui n'était pas digne du rang d'un grand diplomate, appelons les choses par leur nom. Et là, je crois, ça c'est dû au fait que tout le monde, à un moment donné, a cru à la chute imminente d'Assad. Bon, 5 ans après, il est là, hein, et là, le peuple français se rend compte qu'on l'a trompé pendant 5 ans dans les médias, dans les déclarations officielles. Souvenez-vous quand le Premier ministre Ayrault a dit qu'on ne va pas livrer d'armes létales. Il s'est avéré après que dès 2012, la France, hypocrite, dans toutes les apparitions des responsables, disait « mais non, pas du tout, nous on ne livre que des gilets pare-balles et des jumelles de bataille nocturne, je ne sais pas comment on appelle ça. Voyez-vous, on découvre après que non, bel et bien, c'était de l'armement lourd. Je me souviens à l'époque, en 2012, pendant l'été 2012, il avait dit que les Turcs étaient aux portes d'Alep et dans leurs ambulances, ils livraient des armes. On m'a ri au nez en me disant d'où vous tenez ces informations que nous on n'a pas. Mais c'est tout bête, hein. Si vous avez quelqu'un à Alep, vous l'appelez, il vous dit qu'on voyait que les ambulances emmenaient les djihadistes et ramenaient de l'armement lourd. Voyez. Donc là, tout ça est démasqué et exposé au grand jour, qu'on le veuille ou pas. Si ce n'est pas les médias français, on peut apprendre ça par CNN, on peut apprendre ça par d'autres moyens, par le net d'ailleurs. Et là, je dois féliciter ces médias alternatifs qui ont rétabli la vérité et qui ont mis les points sur les i. Et ça explique pourquoi beaucoup de spécialistes ne sont plus invités parce que, à la télé officielle, parce que les invités, ça leur donne une mauvaise conscience. Ils se rendent compte qu'ils vont quoi? Ils sont dénudés. Ah, je me souviens, quand on m'affirmait dur comme fer, mais non, les islamistes c'est 5%. Mais je disais, mais comment c'est 5%? Dites-le moi. Ou quelqu'un d'autre qui me disait, ah, les tribunaux d'inquisition islamistes, j'aimerais bien moi les voir. Et quelques semaines après, on savait que ce petit Mohamed de 13-14 ans à Alep a été exécuté par les islamistes pour n'avoir pas voulu donner un café gratuitement à un djihadiste. Hein, vous voyez, on l'a accusé d'apostasie. Enfin, vous voyez. Alors, le dernier point,
c'est qu'il faut voir aussi que depuis le début de cette crise syrienne et de djihadisme, sans entrer dans l'idéologie, la philosophie politique du Front National, toutes les interventions des responsables du Front National contenaient des analyses fines et pertinentes. Et là, la seule arme qu'on leur opposait dans les médias, c'est que vous êtes pour la dictature. Et on cherchait même à faire dire, alors vous êtes pour Assad. Mais le problème n'était pas là. Hein. Ceux qui parlaient au nom du Front National disaient des choses très intéressantes là-dessus. Et là, au grand jour, on découvre que ces experts du Front National étaient mieux renseignés, avaient une position beaucoup plus juste vis-à-vis des événements que tous les autres partis politiques qui continuent jusqu'à maintenant à dire que Assad est responsable de 300 000 morts, qu'il n'y a pas beaucoup d'islamistes. Ils ne peuvent plus le dire. Ils peuvent plus le dire. Voilà, je terminerai par dernier point. En fait, Bassam Tahan, cette guerre de l'information recoupe deux stratégies différentes sur le terrain. On peut dire que la tentative de Hollande d'unifier la coalition pour détruire Daesh, comme il le disait, dans cette guerre dont il parlait, cette coalition n'est plus possible avec les récents événements que l'on a connus, notamment l'abattage du bombardier russe par la chasse turque. Alors, ces deux stratégies sont d'une part justement la Russie, donc qui donne un appui aérien aux troupes au sol et notamment l'armée légale du gouvernement légal de Syrie qui a appelé d'ailleurs en toute légalité internationale la Russie à intervenir sur son sol, et d'autre part la coalition internationale dirigée par les États-Unis, avec peut-être un tiers, c'est-à-dire, je faisais référence à cet abattage du bombardier russe par les Turcs, avec peut-être un tiers, c'est-à-dire la Turquie, qui, dans quelle mesure Bassam Tahan joue son propre jeu dans la région en utilisant sa position de partie prenante de la coalition menée par les États-Unis et également du fait de son appartenance à l'OTAN. Les derniers événements sont inquiétants. Un détachement de forces spéciales turques a été envoyé ce week-end à Mossoul pour soi-disant aider les Peshmerga kurdes à prendre Mossoul, justement. Le gouvernement irakien a protesté, est sur le point d'appeler la Russie à réagir par rapport à cela. Et ce matin, on a appris que 4 avions de la coalition menée par les États-Unis en Irak ont bombardé Deir el-Zor, la ville de Deir el-Zor qui se trouve donc au centre de la Syrie, qui est un des fiefs de l'État islamique et dans laquelle se trouverait notamment le contingent de terroristes français. Notamment. Donc le bombardement par les 4 avions de la coalition ont touché des positions de l'armée syrienne et 4 soldats de l'armée régulière syrienne ont été tués par ces bombardements. Le gouvernement syrien a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Ne pensez-vous pas qu'il y a un danger d'escalade sur le terrain et au plan international du fait de l'échec de la coalition unique que voulait monter le président Hollande après les attentats du 13 novembre? Oui, ce que j'aime dans votre question, c'est la Turquie a son propre jeu. Ça, je crois que c'est d'une vérité poignante. Parce qu'en fait, la Turquie, depuis que Erdogan est arrivé au pouvoir, joue la carte islamiste. Profite de l'Occident, islamise, comme l'a dit Poutine, à outrance un pays laïque. Je rappelle que la Turquie s'est faite sur l'éloignement de toutes les minorités, et grecques, et chrétiennes, et arméniennes, en effaçant également les Kurdes, les Alévis, enfin. Donc, il faut se méfier que quand la Turquie agit, ce n'est pas forcément
qu'elle exécute les ordres de l'OTAN, des Américains ou de je ne sais qui. C'est pas vrai. Elle a son propre jeu. Son propre jeu consiste à essayer de monnayer les différents rôles néfastes qu'elle a joués dans la région pour infiltrer l'Europe. Moi, je ne dis pas entrer en Europe. Elle n'a pas à entrer en Europe, la Turquie. Et ce serait une grande bêtise, une erreur, mais fatale, si on permettait à la Turquie de faire partie de notre Europe. Parce que là, nous déjà, nous souffrons d'une radicalisation de l'islam, qui vient d'ailleurs. Vous ajoutez à cette radicalisation une autre, qui est bien structurée, qui a également les moyens. Voyez. Donc, cette histoire d'abattement de l'avion, à mon sens, c'était fait pour éviter un rapprochement franco-russe. Parce qu'on sentait les derniers temps qu'il y avait un hiatus entre Hollande et Fabius. J'en avais parlé dans le temps, et on voit que Hollande s'éloignait de son ministre de l'Intérieur. Mais Fabius, donc, jouait à retirer ses déclarations, à les nuancer petit à petit depuis, disons, un petit mois. Alors, cet abattement de l'avion est venu justement pour compliquer la situation et détourner ce rapprochement européen de la Russie. Alors, est-ce que c'était commandité par l'OTAN et les Américains? Justement, vous me permettez de vous interrompre, oui. Bassam Tahan. J'ai parlé de deux coalitions potentiellement conflictuelles au Moyen-Orient. Il est bien évident que la coalition russe et syrienne a pour objet, auquel il faut ajouter bien sûr l'Iran et le Hezbollah et l'Irak, a pour objet de détruire l'État islamique, alors qu'on a l'impression que la coalition chapeautée par les États-Unis veut au contraire réduire bien la puissance de l'État islamique, mais non pas le détruire de façon à l'utiliser à ses propres fins. Or, l'abattage ou l'abattement du bombardier russe a eu pour conséquence de faire sauter la possibilité bien d'une alliance plus étroite entre la France et peut-être les autres Européens, avec la Russie dans la stratégie adoptée par la Russie qui est d'utiliser l'armée syrienne au sol. Cela ne va-t-il pas dans le sens des intérêts de la superpuissance américaine? Alors, ce à quoi vous faites allusion, j'en avais parlé, moi, dans la mesure où on cherche à décapiter Daesh, peut-être, pour un nouveau Sykes-Picot, c'est-à-dire ce territoire occupé aujourd'hui par Daesh entre l'Irak et la Syrie, faisant en sorte que ça devienne un État sunnite, hein, et à ce moment-là, on aurait un État côtier, la Syrie alawite, chrétienne, sunnite, enfin la côte, disons, parce que c'est vrai qu'il n'y a que 2 millions d'alawites, mais aujourd'hui, il y a plus de peut-être 7 millions qui habitent cette côte, vu la... Donc, il y a ça. Mais je crois que ça n'a pas réussi, cette affaire-là. Et quand on parle de troupes au sol, justement, aujourd'hui, c'est à qui veut détruire Raqqa, détruire Deir ez-Zor, envahir le nord-est de la Syrie pour avoir un siège dans les négociations et éventuellement faire un cadeau au Royaume saoudite que vous voyez, on a plus ou moins respecté votre volonté, vous nous avez acheté, vous nous avez payé, parce que en attendant, le Royaume saoudite paye la Turquie, paye les armes, paye, et le Royaume a de véritables problèmes économiques. Donc, il y a cet aspect de ne pas avoir une coalition pro-russe. C'est pour ne pas dire que Poutine a gagné la bataille de la coalition. Parce que c'était lui le premier qui a, aux Nations Unies, parlé d'une coalition antiterroriste, anti-Daesh. Et quand les autres ont vu que finalement il offrait une issue honorable aux Français, parce que
là pour dire traiter les bâtiments français de guerre en alliés, comme des alliés, ça veut dire que le maître du jeu au Moyen-Orient dans ce dossier délicat, c'est quand même Poutine. C'est en ce sens que la Turquie est intervenue, c'est comme on dit un chien dans les quilles, c'est-à-dire pour vraiment tout mélanger dans l'espoir justement de s'opposer à Poutine et de continuer la contrebande du pétrole. C'est surtout ça, parce que vous voyez, ça rapportait 3 millions par jour à Daesh, ce pétrole. Mais les 3 millions, il faut les multiplier par 4 au prix de vente, ce que vend la Turquie. Donc, on a à peu près, disons, en gros 10 millions par jour pour les Turcs. Ben, 10 millions, ça fait combien d'années qu'ils exploitent? Et ça fait des milliards. Alors, c'est là où, justement, par un coup de tête, et un cri de désespoir, je dirais, surtout après ces échecs successifs, Erdogan a dit « je vais abattre cet avion ». Je ne pense pas, peut-être, mais personnellement je ne pense pas. Ni l'OTAN, ni les Américains ne lui ont demandé d'abattre cet avion. D'ailleurs, on se demande si c'est lui, ou si c'est pas Davutoğlu, ou c'est... Alors, là, je crois que même l'Occident, les États-Unis, ne veulent plus d'Erdogan. Ça y est, Alors, il est toujours élu. Oui, mais vous savez, il y a le spectre d'un coup d'État militaire en Turquie, parce que ça ne peut pas continuer. Cette islamisation rampante vis-à-vis de l'Occident inquiète tout le monde. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que cet Erdogan n'est pas maniable, n'est pas souple, et il est imprévisible. Et il peut faire n'importe quoi pour s'opposer à l'Europe, aux États-Unis, à l'OTAN, par exemple. Vous avez cité l'Irak, mais c'est énorme quand même. Il a dit que c'était une histoire de 200 soldats. Vérification faite, c'est 3 bataillons, avec armement lourd. Et il dit que le gouvernement central de Bagdad lui avait donné feu vert. Aujourd'hui, le Premier ministre irakien défie Erdogan de lui montrer la moindre preuve, la moindre signature qui l'autorise à entrer. Et là, pourquoi cet Erdogan joue en Irak comme ça? C'est pour diviser les Kurdes, semer la zizanie. Parce qu'en fait, il achète du pétrole à Irbil, à Barzani, mais en même temps, il s'en sert pour que ces Kurdes d'Irak matent les Kurdes de Turquie. Ça aussi, j'en avais parlé il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. Alors justement, Bassam Tahan, j'avais une question au sujet des Kurdes. Vous venez de citer Barzani, donc, qui est le chef des Kurdes irakiens. Vous avez fait référence à cette importante minorité kurde en Turquie, mais il y a également les Kurdes de Syrie. C'est-à-dire que, en fait, la question kurde est sans doute la question clé actuellement au Moyen-Orient. Toutes les puissances s'intéressent aux Kurdes. On vient de parler de la Turquie. La France semblerait privilégier l'assistance aux Kurdes de Syrie pour donc les appuyer par son intervention aérienne qui reste très modeste, entre parenthèses. Ces Kurdes de Syrie se différencient, se distinguent des Kurdes d'Irak. J'ai vu une série de photos faites dans un reportage par une reporter de Komsomolskaya Pravda la semaine dernière, qui montrait des villages kurdes de Syrie dans lesquels il y a des banderoles de soutien à Öcalan. Öcalan qui est le dirigeant du parti des travailleurs du Kurdistan de Turquie, actuellement en prison, qui a failli s'entendre avec Erdogan pour donc l'appuyer dans sa manipulation pour s'attribuer tous les pouvoirs, qui a échoué lors des avant-dernières élections, et actuellement on est dans une phase de confrontation entre les Kurdes et Erdogan. Donc comment voyez-vous évoluer cette question kurde
Va-t-on vers la création d'un Kurdistan, donc qui réunirait les différentes minorités kurdes de Turquie, de Syrie, d'Irak et peut-être même d'Iran, ou va-t-on, comme le proposent des Russes, vers des revendications d'autonomie dans un cadre fédéral, un peu sur le modèle de la Fédération de Russie, qui donc irait dans le sens de la réalisation du règlement de la situation au Moyen-Orient par les Russes, parce que je pense que c'est ça qui est Alors vous voyez, à la clé de leur action sur le terrain. Vous avez raison de souligner le rôle des Russes là-dedans. Parce que lors de la création de la Turquie, moderne, il y a eu, vous savez, plusieurs conférences, plusieurs congrès, colloques, appelons ça comme on veut, plusieurs accords. Mais au départ, dans plusieurs traités, le traité de Sèvres prévoyait une patrie pour les Kurdes, une autre pour les Arméniens et une autre même pour les chrétiens, chaldéens, syriaques. Tout ça se trouve aujourd'hui à l'est du lac de Van, en Turquie. Ça, c'est un point très important. Mais là, j'en profite pour justement, je vais revenir aux Kurdes, pour parler des Arméniens. Parce que vous voyez, quand la Russie a accepté la Turquie dans ses frontières actuelles, il y a eu d'autres accords entre la Turquie et la Russie, différents des accords et c'est des accords renouvelables tous les 25 ans. C'est-à-dire, j'ai consulté des spécialistes juristes, à n'importe quel moment, paraît-il, la Russie peut revenir et reposer le problème de ses frontières et de l'Arménie orientale, qui est indépendante, avec la Turquie. En d'autres termes, aujourd'hui, les Arméniens du monde entier ont une lueur d'espoir. C'est que si la Russie décidait de vraiment accorder une indépendance aux Kurdes de Turquie, je reviendrai aux Kurdes de Syrie, aux Kurdes d'Irak, aux Kurdes d'Iran. À ce moment-là, vous savez, les Kurdes de Turquie occupent pratiquement tous les territoires de l'Arménie occidentale, où il y avait les Arméniens. D'ailleurs, certains sont d'origine arménienne, d'autres ont dit qu'ils étaient musulmans pour échapper au massacre, et ainsi de suite. Donc, il y a là un moment historique que nous vivons pour les Kurdes, les Arméniens du monde entier, la diaspora et le territoire, l'histoire de ces 1000 villes et villages détruits par les Ottomans, et la Turquie moderne, c'est-à-dire Erdogan, c'est lui qui joue avec le feu, il joue avec son intégrité territoriale. Si les Russes décident vraiment d'armer les Kurdes et de prendre parti pour les Kurdes, et qu'aux Kurdes viennent s'ajouter les Arméniens dans le monde, c'est de l'ordre d'une dizaine de millions, et qui sont importants économiquement, qui sont puissants. Il y a des gens qui prônent le retour, n'est-ce pas, en Arménie occidentale, qui ont leur drapeau, qui ont leur parlement. Donc, là, je crois qu'Erdogan a commis l'erreur de sa vie. Alors, en quoi Erdogan a commis l'erreur de sa vie? C'est que les Kurdes étaient prêts à être représentés au Parlement et à faire partie de cette Turquie. Voilà que lui, pour se faire réélire, il ne respecte pas ses promesses. Il organise des attentats contre les manifestations kurdes de ce parti kurde, en disant que c'est Daesh qui a fait cela. Mais c'est qu'il joue avec, maintenant, ça lui échappe, la Turquie. C'est-à-dire, c'est la Russie qui peut jouer là-dedans. Vous avez parlé des Kurdes de Syrie. Moi, je me souviens, quand Öcalan était en Syrie, il faut voir que les Kurdes en Syrie sont là depuis des siècles et des siècles. Et ce n'est pas simplement la corne syrienne près de l'Irak et de la Turquie où ils se trouvent. Non, c'est pas vrai. Ça va jusqu'au nord d'Alep, c'est-à-dire ça s'étend sur
près de 700 kilomètres qu'il y a des Kurdes, un ruban kurde très ancien. Hein. D'ailleurs, la France, bon, entre deux guerres, sous mandat, la Syrie sous mandat, la France avait construit carrément une nouvelle ville, pratiquement où la majorité était kurde, c'était Ifrine. Hein. Cette ville de Ifrine qui est construite à la française avec des avenues en carré. Bon. Donc, là, il donne, sans le savoir, un grand espoir à tous ces Kurdes. Et son jeu de semer la zizanie, en achetant le pétrole à Barzani, en envoyant soi-disant des gens pour entraîner l'armée de Barzani, quelques centaines, enfin il dit que c'est 200 hommes. Tout ça est faux, parce que qui nous dit que finalement, c'est pas aider Barzani qu'il veut. Parce que si on revient au partage de la région, la Turquie n'a jamais digéré le fait que Mossoul soit attaché à l'Irak, parce qu'il y avait le pétrole. Et dans les derniers accords, il disait que non, ça ne faisait pas partie de l'Irak, c'était une wilaya à part. Donc tout ce nord d'Irak, avec évidemment quelques milliers de Turkmènes, donne, permettent à Erdogan de jouer là-dessus, que peut-être, oui, mais je crois que l'unité du peuple kurde dépasse Barzani, dépasse Erdogan. Et il en est de même des Arméniens, même s'ils ne chantent pas en chœur. Il y a quelque chose qui les unit. Et les jours s'annoncent, je dirais, très mauvais, très maussades pour Erdogan, parce que un problème qu'il aurait pu résoudre avec son peuple, voilà qu'il introduit de grandes puissances pour le résoudre. Mais une fois que tu as introduit de grandes puissances, tu n'es plus maître du jeu. C'est les Russes qui vont décider. La Russie a aujourd'hui 3 millions d'Arméniens. Chez elle, je ne parle pas de l'Arménie orientale. Si un beau jour, Poutine décide de renvoyer ses Arméniens et de leur donner leur Arménie occidentale, en soutenant l'Arménie orientale, en intervenant en Géorgie, en créant même, en snobant Barzani, en utilisant juste les Kurdes syriens, qui sont d'ailleurs très communistes entre nous. Je connais bien les Kurdes syriens, même s'ils sont divisés, certains sont pour Assad, d'autres anti-Assad, certains pour Erdogan, pour Öcalan, pardon, d'autres veulent composer avec Erdogan, et ainsi de suite. Non, là, je crois, tel que ça s'est engagé, la Turquie va perdre la partie. Et elle éveille des mouvements identitaires, non seulement chez les Kurdes et les Arméniens, mais chez les Alévis arabes et les Alévis turcs. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui reste de la Turquie toranienne, n'est-ce pas, turcophone, avec ce mythe de la... il a perdu également les laïcs, il a perdu Fethullah Gülen, l'autre branche islamiste, plus intelligente que la sienne. Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste les gens corrompus qu'il a pu aider avec les sanctions contre l'Iran, la destruction de l'Irak, la destruction de la Syrie, l'aide européenne pour devenir démocratie, épreuve dans laquelle il a échoué. Regardez ce qui se passe dans son pays, il n'y a pas de liberté de presse, il est grillé. Et d'autant plus dangereux peut-être dans cette fuite en avant. Alors justement, ce qui serait dangereux, ce n'est pas uniquement pour lui, mais c'est pour nous, Européens. Parce que, à la limite, on se demande si on crée une nouvelle Turquie, vraiment pour les Turcs qui, si vous voulez, qui cherchent une réalisation identitaire. Parce que, ne mélangeons pas les choses, les Kurdes ne sont pas turcs, les Arméniens ne sont pas turcs, les Alévis arabes d'Alexandrette d'Antioche ne sont pas turcs, ils parlent toujours arabe. Vous voyez, d'ailleurs, à un moment donné, on leur a interdit de parler arabe. Ce sont les églises orthodoxes arabes qui continuaient d'enseigner l'arabe à l'église, pour les chants de la messe. Vous voyez,
c'est quand on entend les soi-disant experts parler de la Turquie, et vous entendez ce que je vous dis, vous dites, mais ça n'a rien à voir, c'est quoi, c'est comme si Tahan parlait d'un continent inconnu, c'est pas la Turquie ça, et pourtant c'est bel et bien la Turquie, voyez-vous. Et c'est là où la Syrie a un espoir, c'est que comme c'est une mosaïque d'ethnies, les Kurdes peuvent s'intégrer là-dedans. Les Turcs qui ne veulent pas d'Erdogan, tout ce ruban frontalier qui appartenait à la Syrie, mais on vivait ensemble, Syriens, Arabes, Turcs, Kurdes, Arméniens, Orthodoxes. C'est cet État soi-disant laïque de Turquie qui est venu changer la donne. Hein. Et surtout en prétendant que c'est un État laïque, alors qu'il a vraiment, c'était, comment on dit, une épuration hein, de tout le christianisme, alors que la Turquie est un des berceaux, l'Asie mineure, du christianisme. Hein. D'où peut-être l'avenir de la proposition turque d'autonomie de toutes ces minorités dans des cadres fédéraux. Ben, si Erdogan arrive à le faire, on va l'applaudir, mais je ne pense pas. Erdogan est beaucoup plus intéressé avec sa famille, son clan, de saigner à blanc son peuple. Hein. Par le centralisme. Je crois. Puis c'est quand même un grand mégalomane. Hein. Enfin, sans parler du palais, des yachts, de la famille, des affaires. Et puis, ces gamineries qu'il a des preuves contre Poutine, que c'est Poutine qui achète le pétrole de Daesh. Enfin, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Et qu'il est prêt à démissionner comme si on allait le croire hein, et qu'il va trouver vraiment de bonnes preuves. Non, ça. Mais ce qui me choque, moi, c'est la réaction quand même des Européens. Ce manque de rigueur vis-à-vis de la Turquie. On n'a rien contre les Turcs, mais si vous aimez le peuple turc, faites quelque chose pour la Turquie, hein, en leur disant arrêtez d'exporter des armes, arrêtez de faire entrer des djihadistes en Syrie, de nous envoyer de nouvelles vagues de djihadistes qui ne sont pas arabes, mais qui vont être tchétchènes, lougris, d'Azerbaïdjan, du Caucase, de je ne sais où. Hein. Et ça, je crois fermement que les nouvelles vagues vont être vraiment panachées. Hein. Panachées. Bassam Tahan, nous avons peut-être été un peu longs aujourd'hui, mais j'ai tout de même une dernière question, la même que la dernière fois, c'est avez-vous des nouvelles du front? Où en est l'offensive de l'armée syrienne? Où en sont les bombardements qui appuient cette offensive, les bombardements russes qui perdurent? Alors, avant de vous répondre à ça, juste un dernier point sur ce qui vient de se passer à Deir ez-Zor. Alors, c'est vrai qu'à Deir ez-Zor, il y a encore une caserne de forces loyalistes. Or, comme par hasard, hein, elle a été bombardée par les forces de la coalition, il y a une vingtaine de blessés, quelques morts. Alors, la coalition, selon les dernières nouvelles, affirme que ce n'est pas ces avions qui ont bombardé. Alors là, vous comprenez, ça devient grave. Alors, qui c'est qui aurait bombardé? Est-ce que c'est les Turcs en prenant des avions américains? Hein? Parce qu'ils ont les mêmes avions. Vous savez, il est très facile de changer la couleur le symbole, l'armoirie d'un avion. Vous voyez, ça aussi, je crois que c'est un ballon d'essai. C'est-à-dire que si la coalition ou d'autres avions de la région, je ne dirais pas le nom, venaient à bombarder l'armée syrienne, quelle va être la réaction des Russes et de l'armée syrienne? Ben, vous savez, la réaction de Damas a été très sage. Il a déposé une plainte aux Nations Unies. Il en est de même de Abbadi, Premier ministre irakien, pour l'intrusion des forces turques. Mais c'est tendu. Maintenant, pour l'intervention russe, il est clair que l'armée syrienne n'a cessé de s'avancer et de remporter des victoires, que ce soit au centre, que ce soit au sud, que ce soit près d'Alep. Ils ont libéré Kouérès, l'aéroport, ils ont libéré le sud d'Alep, mais pour des raisons stratégiques, Alep ne peut être libéré qu'une fois
le département d'Idlib, c'est par là que viennent les djihadistes, et tout ce département a été habité par des djihadistes du monde entier, avec leurs familles. Et selon les experts, pour vraiment libérer Alep sans qu'elle ne soit reprise, c'est une grande ville, vous savez, il faut absolument nettoyer tout le département d'Idlib et fermer la frontière avec la Turquie. Pourquoi les Américains se pressent aussi de dire aux Turcs, ensemble nous allons fermer cette frontière? Parce que, vous comprenez, si la Russie remporte cette bataille militairement, c'est que ni les Russes, ni les Américains, ni les Français, ni les Anglais, ni les forces de la coalition n'ont leur mot à dire. La bataille a été remportée par les Russes et l'armée syrienne, donc vous aurez des strapontins dans les négociations. C'est pour cela que l'Arabie saoudite s'est pressée aujourd'hui et demain de réunir l'opposition soi-disant modérée. Je ne sais pas où ils vont trouver cette opposition modérée. J'ai vu les images. C'est 80% de frères musulmans. Les autres, ce sont les farfelus, comploteurs, qui bénéficient d'une carte de crédit Centurion ou je ne sais quoi, donnée par le Royaume saoudite et le Qatar aux soi-disant politicards de salon parisiens et qui ont été aidés par les fonds américains. C'est triste, mais je crois qu'ils ne pourront pas affronter l'ours russe qui avance d'un pas sûr et qui les écrase et qui, en remportant la bataille de Syrie, déclenche d'autres batailles dans le Golfe, et à commencer par tous ces pays qui continuent de nous inonder de djihadistes tout en étant hypocrites et en nous achetant des armes et en signant avec nous de gros contrats, en achetant des hôtels à Paris par-ci et par-là. Je crois que on arrive vers la fin du temps des cerises pour toutes ces monarchies. Eh bien, nous verrons la suite des événements. En tout cas, merci pour cet entretien très complet aujourd'hui, Bassam Tahan. À bientôt. À bientôt. Un dernier mot, c'est pas pour demain, ce printemps arabe dans la péninsule arabique, mais on le voit déjà se profiler à l'horizon. Merci, Bassam Tahan.